Alors, je consens à être enregistré. Oui. Voilà, la fameuse fenêtre pop-up Ouais. que moi j'ai pas et que j'ai appris seulement l'autre fois qu'il y avait ça. Ouais, parce que c'est toi qui lance, donc tu sais que t'as enregistré. Et oui. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour ce nouvel épisode du Coin des Imaginaires, votre podcast littérature et culture geek. Alors littérature, aujourd'hui pas vraiment, je pense qu'on va pas beaucoup parler littérature. On est des fraudes, voilà, c'est annoncé. Moi c'est Flo. Aujourd'hui, je suis avec Capitaine Vestry Bonjour à tous. et avec Zerlock. Salut tout le monde. Comment vous allez? Ça va Mais très très bien. Et toi? Moi ça va, tranquille. Et toi Zerlock, ça va? parfaitement en forme pour parler de plein de choses qui nous ont passionnés ces derniers jours. Ouais, exactement. Alors j'ai marqué dans le conducteur là de parler du Discord au début de l'épisode. Donc je vais m'exécuter et respecter mes propres remarques. Voilà, donc évidemment, bah, les trucs qu'on dit à la fin d'habitude, donc likez, abonnez-vous, tout ça, et surtout rejoignez le Discord, le lien est dans la description. Voilà, venez papoter avec nous. Tout se passe là-bas. Voilà, ça c'est fait. Alors aujourd'hui au menu, donc quelques actus et des chroniques. Alors aujourd'hui les chroniques, ça va être pas mal. Enfin, les actualités et les chroniques vont se mélanger en fait, hein, parce qu'on va parler de choses qui sont plutôt récentes. Vous verrez de quoi on va parler. Bah, du coup, je propose de commencer tout de suite les petites actus qu'on a notées. Ouais. Donc on va commencer avec le trailer de la saison 2 de The Witcher. C'est ça, exactement. Donc la nouvelle saison de la série sur Netflix avec le fameux Henry Cavill dans le rôle de The Witcher, avec un trailer plutôt épique qui est sorti, qui nous annonce du coup la saison 2 qui sera pour le 17 décembre, donc juste avant Noël. Je ne sais pas sous quelle forme, si tous les épisodes vont sortir d'un coup, mais il y a moyen qu'on se regarde ça devant un bon petit feu de cheminée et qu'on puisse profiter de cette seconde saison avec Geralt. Alors, alors tous les deux, vous avez vu un petit peu la première saison de la série. C'est ça. Moi, je ne l'ai pas Vous- fini, mais presque. Je crois que j'ai dû rater 2 épisodes parce que j'avais pas ultra accroché. Ouais, moi Ouais. je l'ai pas terminé non plus parce que j'ai pas tellement accroché non plus. J'avais regardé 5 ou 6 épisodes, je crois, là. Puis au début, j'ai trouvé ça correct, mais c'est juste un épisode qui m'a en particulier, je comprenais rien, puis ça m'a pas donné envie de poursuivre, là. Parce que j'ai trouvé genre cet épisode-là un peu bizarre, puis je comprenais pas vraiment le rapport avec l'histoire. Fait que puis sachant que j'ai pas vraiment été introduit à l'univers avant ça parce que je sais que c'est une série de livres puis qu'il y a un jeu incroyable qui est sorti il y a quelques années qui se nomme The Witcher 3. J'y ai joué un petit peu, puis d'ailleurs, très très bon jeu. Mais j'y ai pas passé beaucoup d'heures non plus, fait que je connais pas tant que ça l'univers, là. Bah, du coup, on en discutera peut-être pour, pour t'introduire à l'univers pour que tu puisses profiter de la série aussi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Bah, moi c'était plus dans la saison 1. Alors moi, j'ai lu les bouquins, enfin en tout cas, j'ai lu toutes les nouvelles. J'ai pas commencé, d'ailleurs, faut que je m'y attelle, c'est un de mes objectifs de l'année prochaine. La suite, enfin la véritable histoire, on va dire. Moi, j'ai lu l'ensemble des nouvelles, donc ça doit être les 3 premiers tomes, je crois. Les deux premiers, ouais. Et c'est les 2 premiers, c'est ça. Et donc j'étais quand même assez averti sur la façon dont chronologiquement ça se passait. Et malgré cela, j'ai été un peu perdu. Donc j'imagine pas pour les personnes qui, eux, n'avaient aucun point d'attache avec la série. J'étais un peu perdu par le découpage et je trouvais que ça aurait pu être fait de façon différente pour moins perdre peut-être les néophytes. Et moi qui ne l'étais pas, j'ai été un peu perdu. Et pareil, j'avais dû commencer à regarder ça en fait d'un coup. J'avais un peu binge-watché les premiers épisodes. Et je sais pas, un week-end, du travail, des vacances, il y a quelque chose qui est venu couper la série.
Et quand je suis revenu de cette coupure, bah, à aucun moment j'ai eu envie de relancer le truc. Et donc, bah, en fait, ça s'est fait que naturellement, j'ai pas regardé la fin, quoi. Mais il est vrai que là, après avoir vu le trailer de la saison 2, je le trouve aussi plus joli esthétiquement. Je sais pas, il y a quelque chose qui a changé et peut-être tout simplement une amélioration des moyens aussi. Et donc, bah, je suis plutôt curieux de voir ce que ça va donner cette saison 2. Ouais, alors je suis d'accord avec un petit peu avec tout ce que vous avez dit en fait. La première saison était beaucoup en demi-teinte. Alors moi perso j'ai beaucoup aimé parce que je retrouvais vraiment l'esprit des livres et les personnages tels que je les connais. Donc c'était à ce niveau-là c'était bien. Il y a beaucoup de choix d'adaptation qui étaient un peu bizarres et effectivement l'esthétique générale était plutôt ratée. Et d'après ce qu'on voit dans les trailers, ils ont l'air d'avoir mis le paquet sur les moyens cette fois, donc il y a moyen que ce soit un peu mieux. En plus, on va quitter cette fois justement le côté nouvelle du début de la saga pour entrer vraiment Mhm. dans le vif du sujet. Donc le découpage sera plus linéaire, donc peut-être plus sympa à suivre. Et ils ont aussi remplacé les fameuses armures de Nilfgaard, donc il y a moyen que ça ressemble que ça ressemble un peu plus à quelque chose, quoi. Voilà, donc en tout cas, moi, je suis très content de retrouver cet univers et j'ai très hâte dès le mois prochain pour voir ça. Regardez ça. Ça enchaîne, hein. Ouais, bah, de toute façon, ça va commencer quand une autre série fameuse va se terminer. Mais ça, c'est pour tout à Pour l'heure. après, ouais. Ouais. Là, on va enchaîner plutôt sur un jeu qui nous a montré son gameplay là, il y a quelques jours de ça. Le fameux Elden Ring, dont on avait déjà parlé rapidement dans un précédent épisode. Alors pour rappel, Elden Ring, c'est le dernier jeu du studio From Software qui est à l'origine des Dark Souls, Bloodborne et Sekiro, dont le lore a été écrit par nul autre que l'auteur du Trône de Fer, George Martin. Voilà, donc autant vous dire que un mélange de From Software et de George Martin, moi je cite direct, hein, voilà. Et donc, ils ont montré un trailer de gameplay d'une vingtaine de minutes qui montrait un petit peu la première zone du jeu. Et dans la foulée, il y a eu la bêta fermée auquel ont participé un certain nombre de personnes. Donc, on a eu pas mal de retours sur le jeu. Et donc, autant vous dire que ça sent très, 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 très bon. Moi, j'y retrouve tout ce que j'aime. D'ailleurs, j'ai précommandé la collector dans la foulée. Voilà, ce sera ma première. Vive les statuettes. Voilà, fallait marquer l'occasion. Ouais, puis moi, je crois que je vais ajouter que le jeu me donne très très envie et que j'ai jamais joué à des jeux sur From Software. Fait que ça va être la première fois, ma première expérience Et ben on avec ce pourra. studio-là. Là. Ben, je veux dire, dans le sens de jouer à un jeu niveau difficulté slash Dark Souls, Bloodborne, Sekiro. Là. Ouais, et ben ah oui bah d'ailleurs le fameux débat sur la difficulté Oui, qui a été voilà, relancé. j'allais Ouais, poser la Ah, question du coup. non, ouais. mais je dis ça parce que ben, c'est ce qui ressort en général quand on parle des jeux From Software. Là, puis, mais je l'ai En jamais fait, joué, quoi que je peux pas dire. Peut-être que je vais avoir de la facilité, puis je vais speedrun le jeu à mon première essai, on sait pas. non ça non, ça c'est sûr que non. C'est une problématique qui est un petit peu compliquée parce que les jeux se traînent du coup cette réputation de difficulté. Et c'est vrai, les jeux sont difficiles. C'est pas des jeux où on va se balader comme ça et rouler sur tous les ennemis. Par contre, c'est des jeux qui sont extrêmement abordables si on se donne la peine de creuser un petit peu le gameplay, si on s'adapte aux règles du jeu et si on accepte en fait qu'on va devoir apprendre à jouer en fait. Il y a vraiment ça, il y a vraiment un côté apprentissage dans ces jeux. Et en fait, l'adage dit que le Souls le plus difficile pour n'importe qui, c'est le premier qu'on fait en fait. Et c'est vrai, en fait, la première fois, on va se faire complètement bolosser, mais une fois qu'on a appris les règles et qu'on enchaîne sur les autres jeux, ben c'est plus facile en fait. Euh, Il y a une exception à cette règle-là, c'est Sekiro qui a un gameplay qui est totalement différent et qui est fait
est millimétré pour justement prendre les joueurs des Souls habitués à contre-pied. Donc, ce qui fait qu'on retrouve un peu ce niveau de difficulté qu'on pouvait avoir au premier jeu. Mais en tout cas, alors c'est certes difficile, mais c'est toujours abordable. Et en fait, il y a toujours des solutions pour se faciliter la vie. En fait, il faut juste chercher un petit peu, éventuellement demander de l'aide à ceux qui sont habitués et qui se font un plaisir du coup d'accompagner les nouveaux joueurs. Ceci dit, Elden Ring a l'air de proposer des choses pour accompagner encore plus les nouveaux joueurs que d'habitude. Il y a des magies qui sont un peu plus présentes et un peu plus puissantes, notamment des invocations aussi. Donc je pense que ce sera plus abordable en tout cas qu'un Dark Souls au départ. Si je ne m'abuse aussi, ce jeu-là, c'est un open world. Ouais, effectivement, ça sera le premier open world de From Software. Alors, open world au sens traditionnel, parce que Dark Souls en soi, c'est aussi un open world. En fait, il a la structure d'un Metroidvania un peu avec différentes zones interconnectées. En fait, on peut se balader dans toute la zone de jeu sans temps de chargement. En fait, il n'y a qu'une zone qui est un petit peu séparée où il y a du chargement. Mais sinon, tout le reste, tout est connecté. En fait, on peut vraiment se balader. Ok, mais je veux dire, c'est quand même très en couloir. Puis, Oui, c'est ça, voilà. c'est ça. Fait que Alors c'est que pas. Elden Ring, effectivement, ça Ok. sera. On l'a vu dans les. Une grande map ouverte, mettons, à la Breath of the Wild ou à la GTA. Là. Ouais, c'est ça. Et ben justement, la comparaison avec Breath of the Wild, elle est tout à fait pertinente parce que quand on regarde les trailers, on se rend compte qu'en fait, ça a été l'inspiration du studio pour la conception de leur monde ouvert, en fait. Ce qui est plutôt encourageant parce que Breath of the Wild, c'est devenu une référence un peu du monde ouvert ces dernières années, quoi. Et donc moi, je suis d'autant plus content parce que cette approche de l'open world, moi, elle me plaisait. Elle me plaisait. Enfin, j'ai joué un petit peu à Breath of the Wild et c'est vraiment cool. Après, il y a des éléments qui font que j'ai pas accroché au jeu, les armes qui se cassent et l'univers en soi, moi, ça me parlait pas trop. Et donc retrouver cette approche de l'open world avec un univers de dark fantasy tel qu'imaginé par Hidetaka Miyazaki et George Martin, moi, ça me botte carrément. Là, ouais, ce monde ouvert-là, avec cette direction artistique-là, c'est- ça fait rêver. Oui, je Voilà. comprends. Donc, j'ai très très hâte que ça sorte. Et du coup, on pourra en discuter à ce moment-là, hein, Cap. Et c'est prévu pour quand déjà? C'est prévu pour le 25 février. Ok. Voilà. Ouais. T'as hâte, hein? On sent que J'ai très très hâte. l'attente Non, mais en fait, je rigole l'attente parce va que être longue. moi, j'ai un autre événement qui va arriver juste avant. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc, ça va être. Donc le temps de jeu, ouais. Ouais. Ça va être une belle période. Voilà. On continue dans les actus avec des choses un peu moins réjouissantes. Ouais, bon, allons-y, hein. Il y a alors le dernier épisode de Fondation est sorti cette semaine, donc la saison est terminée. Il y a eu 10 épisodes. Voilà, que dire de plus que je n'ai pas déjà dit dans les épisodes précédents. Le travail de destruction a continué jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'à chaque épisode, et là, c'est pas moi qui exagère, hein, c'est vraiment à chaque épisode, il y a au moins un élément qui est dit ou qui arrive et qui est en totale opposition avec l'esprit des bouquins. Voilà, c'est aussi simple que ça. À chaque épisode, je me demandais vraiment ce qu'ils allaient inventer cette fois pour m'énerver, et ça manquait pas. À chaque fois, il y avait le petit détail alors détail plus ou moins gros, qui m'a énervé, quoi. Voilà, c'est terrible, c'est ni fait ni à... Voilà, ça n'a d'adaptation que le nom, en fait. Enfin, j'ai vraiment pas compris pourquoi ils avaient fait ces choix-là. Alors, on en reparlera après avec, encore une fois, une autre série, hein, donc on
beaucoup C'est ce que parlé j'allais d'adaptation. dire. Ouais. Est-ce que tu ne conseillerais pas aux gens qui crachent sur la seconde série dont nous allons parler de regarder la catastrophe qu'il peut y avoir pour apprendre à relativiser? Si. Et je pense qu'on en reparlera un peu tout à l'heure, mais on retombe un peu sur les questions d'adaptation. Qu'est-ce qu'une bonne adaptation? Parce que Fondation, en Ouais. soi, c'est une bonne série. J'ai regardé avec ma chérie et elle a plutôt bien aimé parce qu'elle n'avait pas lu les livres. Donc, est-ce que Donc, du coup, Fondation est une série pour les gens qui ne l'ont pas lu, en fait. oui, c'est ça, exactement. Ok. Donc, c'est bon à savoir. Pour ceux qui ne l'ont pas lu, regardez-le avant d'aller lire. Ah ouais, vaut mieux. Ou alors lisez les livres juste et ne regardez pas la série. On, on ne vous l'a jamais dit, mais quand Flo enregistre le podcast, il est à Guérande pour une petite blague. pour, pour verser tout son sel. Ouais, exactement. Ouais, ouais. Moi, je comprends pas. Alors, il était évident qu'au niveau de l'adaptation, il y avait des choix qui devraient être faits, et ce sera la même chose pour la série dont on parlera après. C'est évident. Les livres de Fondation, on ne pouvait pas les prendre tels quels et adapter ça page par page. Parce que ce sont des nouvelles, il y a des ellipses entre les nouvelles, donc les personnages changent à chaque fois. Donc c'était sûr qu'il faudrait passer plus de temps sur chaque élément, développer les personnages pour que ça corresponde au cahier des charges entre guillemets de la série, enfin d'une série moderne quoi, qui demande justement des personnages creusés. Donc ils ont essayé de faire ça en donnant des rôles un peu plus importants aux personnages des nouvelles. Donc ça sur le papier c'est très bien, mais ce qu'ils en ont fait derrière, euh, c'est juste pas possible. Et là, c'est la question qu'on peut se poser. Qu'est-ce que c'est une bonne adaptation ou une mauvaise adaptation? Parce que oui, certes, c'est une bonne série, mais les thèmes abordés sont complètement renversés en fait. Il n'y a aucun des thèmes qui sont abordés dans les livres. Et quand ils sont là, c'est pour leur faire dire l'inverse de ce qu'ils disent dans les livres. Est-ce que tu aurais un exemple, par exemple, d'un épisode où ça a particulièrement marqué pour illustrer justement le fait que ça soit complètement l'inverse, quoi. Alors c'est, alors Je veux pas te piéger, hein, mais pour faire sans spoil, le concept de base de Fondation, c'est la psychohistoire. J'avais évoqué quand j'avais fait les chroniques sur les livres. La Mhm. psychohistoire, c'est une analyse statistique et sociologique des populations qui permettent en fait donc cette analyse, elle permet de dégager en fait des pistes sur ce que sera le futur. D'accord. Et ce futur, du coup, on peut faire des prédictions en fait, et ces prédictions, elles marchent que s'il y a un certain nombre de personnes qui sont impliquées. Donc en fait, on peut donner des tendances générales de l'histoire, mais jamais prédire le futur d'un individu en particulier. D'accord. Voilà. En fait, dans la série, très très vite, les scénaristes vont nous marteler que le plan de Seldon, donc le plan qui est basé en fait sur les prédictions de la psychohistoire, va reposer sur tel ou tel événement et sur tel ou tel individu. Hmm. Donc en fait, on est complètement à l'opposé du concept même de ce qu'est la psychohistoire en fait. Ouais, ils l'ont facilité pour mettre en avant des personnages plus que l'ensemble, quoi. Ouais, et du Ça coup, leur a permis de mettre des personnages précis en avant, j'imagine. ouais, c'est ça. Ouais, mais j'ai Et du coup, l'impression. ouais, Ah, désolé de vous couper, mais j'ai l'impression aussi que pour une série, mettons, ils font ça parce que, tu sais, à l'écran, mettons, ce serait. Ils disent que le public aimerait moins ça si, mettons, tu parlerais. La série aurait plus la société en général comme, mettons, objet, alors que là, si tu centres l'histoire sur un ou deux personnages, tu sais, les gens vont plus s'attacher, puis ils vont plus kiffer la série, là. Peut-être qu'ils ont fait ça pour ça aussi. ouais, mais c'est pas une bonne manière de faire parce qu'en fait, on Ouais, pourrait ouais, avoir des personnages qui seraient véhicules un petit peu de j'ai envie de dire de leurs conditions sociologiques. Alors, c'est pas forcément exactement ça l'idée, mais dans les livres, on passe aussi forcément par le point de vue de personnages.
Mais ce qui ressort à la lecture, c'est quand même que ces personnages font partie d'un univers qui est beaucoup plus vaste qu'eux, et que les actions qui vont se dérouler vont dépendre de leurs propres actions à eux, mais que de manière assez marginale, en fait. C'est-à-dire qu'une personne ne pourra pas influencer euh, énormément le destin de la galaxie, en fait. Alors que là, vraiment, on nous fait bien comprendre que c'est ce personnage-là qui est l'élu du plan et qui doit faire les actions qu'il faut, sinon ça marche pas, en fait. C'est très très étrange, en fait. En gros, ouais, dans les livres, les personnages ne sont pas les héros de l'histoire, c'est des témoins des événements avec. Alors, ils sont plus ou moins actifs, mais globalement, ça reste quand même des témoins. Alors que là, c'est des héros, en fait. C'est les héros de l'histoire. Donc, vraiment, il y a une incompatibilité fondamentale, en fait, entre l'œuvre et l'adaptation, quoi. Et alors, ça, c'est sans parler du rôle qu'ils ont donné à certains personnages qui est aussi. Comment dire? En fait, ouais, il y a des révélations qui sont amenées dans les différentes nouvelles qui viennent après, donc plus tard dans la saga, qui ont déjà été introduites dans la saison 1. En fait, ça coupe complètement l'impact que ça a sur l'univers, quoi. Moi, je me souviens, il y a des choses quand je les ai lues, j'étais comme un fou, j'étais waouh, c'est incroyable, enfin, j'étais surpris et tout, quoi. C'était vraiment ouf. Et là, il y a des trucs qui sont balancés entre le fromage et le dessert, quoi, et on perd complètement l'impact de ces révélations-là. Alors, je n'en dirai pas plus pour pas spoiler, quoi, mais vraiment, c'est très triste d'avoir manié ces éléments-là comme ça. Alors ça, et aussi les lois de la robotique, apparemment, elles n'existent pas non plus hein, dans Fondation. Là. C'est une horreur à ce niveau. Alors pour ceux qui savent pas, alors je l'avais dit aussi dans les chroniques, mais les lois de la robotique existent dans Fondation parce que Fondation et le cycle des robots, c'est connecté en fait. En réalité, c'est un seul cycle. Et du coup, les robots dans Fondation sont toujours soumis à ces lois-là. Et en fait, ça n'a pas du tout été représenté dans la série. Ces lois-là, ils font ce qu'ils veulent et c'est tout, quoi. Donc voilà. Compliqué. Ouais, donc ils ont fait ce qu'ils voulaient. Ça donne une série qui est plutôt bonne objectivement, hein, parce que en vrai, elle est très belle à regarder. La plupart du temps, il y a quelques trucs un peu ratés, mais globalement, franchement, ça va. C'est très très beau. Par contre, si on est lecteur, c'est une torture, quoi. Et c'est une torture parce que les thèmes n'ont pas été respectés. Voilà, je pose ça là, on en reparlera tout à l'heure. Ouais, mais je comprends parfaitement cette idée que quand on est lecteur par rapport à quand on ne l'est pas, et la réception de l'œuvre. Bon, dans une moindre mesure, moi, ça me l'avait fait sur Harry Potter 6 et la façon dont ils avaient fait la bataille. Enfin, il y a pas mal de scènes, ils avaient inventé des scènes pour en enlever d'autres. Et après, à la bataille finale, ils avaient tout éludé pour faire un truc qui ressemblait à rien. J'étais sorti du ciné ultra énervé. Et les gens qui n'avaient pas lu étaient eux tous oh, c'était super cool, machin. Et du coup, la réception de l'œuvre est nécessairement différente quand on a été lecteur et qu'on a des attentes parce qu'on connaît tout par rapport à quelqu'un qui ne connaît pas et qui va juste être emballé par des visuels qui sont beaux, une histoire qui se tient quand même et qui ne va pas prêter d'attention à ce qui pour nous est important, à savoir certains détails, quoi. Ouais, mais c'est tout comment dire, le principe d'une adaptation en fait, c'est qu'il y a des choix à faire. Exactement. On change de médium, donc tout ne peut pas être fait de la même manière non plus. Donc il y a des choix à faire, des scènes à enlever, des scènes à rajouter, etc. Et Bah, il faut une adaptation et pas une dénaturation. Là, en l'occurrence, tu as l'air vraiment de dire que ça a dénaturé l'œuvre, quoi. ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Voilà. Donc comme dit, je pense qu'on aura quelques mots encore sur ce sujet tout à Un l'heure. peu plus tard, ouais. Ouais. Encore plus de sel. Non, ça devrait aller. Ah non, justement, il y en aura moins.
En tout cas, de mon point de vue, ce sera plutôt. Je vais plutôt dire à ceux qui déversent leur sel d'arrêter de le faire. Voilà, donc ouais, ça tisse depuis tout à l'heure. Ouais, c'est vrai, on n'a toujours pas dit de nom. Tout le monde sait de quoi on va parler, mais c'est Ouais. pas grave. On le cache, on ne le dira pas. Faudra qu'on soit bon sur cette partie-là, hein, parce que Il y a intérêt, putain. voilà. Alors, dernier morceau des actus hors chronique. Donc c'est encore moi parce que je suis seul à l'avoir vu. Il y avait Jeanne qui devait être avec nous, mais qui peut pas être là. Donc, il y aura que mon avis sur le dernier film du MCU qui est sorti ce mois-ci, qui est Les Éternels. Alors, les Éternels, c'est l'histoire de cette race extraterrestre qui est liée aux entités cosmiques appelées les Célestes. Alors là, je suis en train de lire le résumé Wikipédia. Voilà. J'ai pas pris de notes sur le film, donc je suis en train de relire vite fait pour introduire le truc. Et donc, les Éternels, leur job, en fait, c'est d'exterminer les déviants. Voilà, qui sont des espèces de bestioles extraterrestres. Donc ils sont venus sur Terre. Ils sont venus sur Terre avec ce rôle-là. Donc ils ont réussi à exterminer les déviants. Et ensuite, ils ont continué à vivre sur Terre parmi les humains pendant 7000 ans. Alors, il y a eu les événements d'Avengers Endgame que tout le monde connaît, auxquels les Éternels n'ont pas pris part parce que c'était pas leur rôle. Les événements d'Endgame, en fait, ont déclenché un nouvel événement sur Terre qui s'appelle l'émergence. Et en fait, cet événement donc va obliger les Éternels à sortir de leur retraite et à prendre part à ce qui va se passer sur Terre. Voilà, donc j'en dis pas plus. Alors les Éternels, en fait, c'est tout ce groupe de super-héros. Enfin, c'est pas vraiment des super-héros comme on les conçoit habituellement. C'est un groupe de plus de semi-dieux en fait, hein, parce que vraiment leur nom c'est des noms de héros et de dieux de différentes mythologies. Donc on a un casting assez divers. Il y a Richard Madden, on a Richard Madden, Angelina Jolie, Salma Hayek, Barry Keoghan, Lauren Ridloff, etc. Voilà, donc un casting très divers et très sympathique au demeurant. Alors moi, j'attendais beaucoup ce film parce que ça joue sur des cordes qui sont assez sensibles. Parce qu'on a là, enfin, par rapport à ce que j'ai vu dans les trailers, moi je connaissais pas les personnages dans les comics parce que je lis pas de comics Marvel. On avait quelque chose qui ressemblait beaucoup à à de la fantasy, telle que peut la raconter Sanderson en fait. Moi, ça m'a clairement fait penser aux archives de Rochard, parce qu'on avait vraiment ce groupe de personnages avec chacun leur pouvoir, leurs armes, etc. Donc voilà, moi j'ai vu des ponts et Du coup, je comprends mieux pourquoi tu n'as pas aimé. Si tu t'attendais aux archives de Rochard, tu as dû partir là-bas trop content et au final, aïe. ouais. Alors c'est assez paradoxal d'ailleurs parce que ce film il est assez différent des films Marvel d'habitude. Donc il est réalisé par Chloé Zhao et Chloé Zhao en fait elle a apporté un petit peu de son cinéma là-dedans. C'est-à-dire qu'on a un rythme un peu plus lent, euh, des... une cinématographie un peu plus intéressante que d'habitude, des plans larges sur des beaux panoramas. Vraiment, il y a un peu plus de cinéma que d'habitude. Il y a une approche aussi qui est un peu plus proche de ce que j'aime voir moi dans DC Comics. D'ailleurs, il y a beaucoup d'inspiration des films de Zack Snyder, notamment de Justice League et de Man of Steel. Le personnage de Richard Madden, c'est une espèce de Superman en fait, et dans la manière dont il est filmé, et notamment dans les combats, c'est clairement inspiré du travail de Zack Snyder sur Superman. Donc vraiment, à ce niveau-là, il y avait quelque chose pour me plaire. Et pareil, la manière dont les personnages sont introduits, la manière dont ce sont
des sortes de dieux qui vivent parmi les humains, qui ont chacun leurs problèmes personnels à résoudre, etc. Chacun leur trauma un petit peu. Vraiment, il y avait tous les ingrédients pour me plaire. Et en fait, le problème du film, c'est que la mise en scène s'envole jamais. Je trouve que la musique s'envole jamais. Et au final, les scènes s'enchaînent et il n'y a jamais cette impression de grandeur qu'il y aurait dû avoir, que je m'imaginais et qu'il y a dans les films dont s'inspire Chloé Zhao, en fait. Mm. Donc vraiment, au final, bah, je me suis vraiment ennuyé, voilà, faut le dire. Et je suis sorti de la salle très, très déçu, quoi. Alors, je sais que c'est pas forcément l'avis général, notamment Jeanne qui devait être là, elle a beaucoup aimé. Donc, donc c'est dommage qu'elle soit pas là pour donner son point de vue à elle. Peut-être qu'elle pourra le faire rapidement dans un futur épisode quand elle sera là. Mais voilà. Donc c'est dommage. En fait, c'est le moins Marvel. Enfin non, c'est le plus DC Comics des films Marvel. Mais t'es Mais quand en même même déçu. temps, ouais, et en même temps, il y a tous les éléments habituels des films Marvel. Donc il y a l'humour à la con qui est dispersé dans tout le film. Et vraiment, moi, enfin, ça me fait péter un plomb. Moi aujourd'hui, j'en ai marre de cet humour-là. En fait, le film, c'est à la fois le film qui est le moins Marvel et le film qui souffre le plus d'être un Marvel en fait. Je sais pas si vous voyez Ouais, ouais, ce que je veux dire, mais Ça avait tout pour voilà. pas être un Marvel et finalement ils ont quand même réussi à en faire un Marvel. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est vraiment un film qui est retenu par le cahier des charges un peu. Puis juste, admettons, pour un comparatif, dans les 3 films de la phase 4 qui sont sortis jusqu'à maintenant, là, je parle de Black Widow, Shang-Chi et celui-là, tu le situerais où à peu près, là? Dans le sens de ceux que tu as le plus aimé puis moins aimé. Hum, Alors celui que j'ai le moins aimé, c'est Black Widow. Ok. Ce Fait que film-là, enfin, il est atroce, il est vide et extrêmement mal réalisé. Enfin, le découpage, il est insupportable. Les Éternels, j'ai un peu plus aimé, notamment parce qu'il y avait quelques passages qui étaient quand même très intéressants, notamment autour du personnage de. Alors, comment il s'appelle déjà? De Druig, qui a des ah, questionnements intéressants sur est-ce qu'il doit aider ou pas la race humaine, justement. Donc, ça, c'était très intéressant. Euh, et donc, le dernier, effectivement, Shang-Chi, que j'ai beaucoup aimé, justement parce il restitue bien ses inspirations, hein. Donc, Shang-Chi, ça s'inspire des films d'arts martiaux chinois. Ça se voit. Et c'était plutôt bien. Encore une fois, Shang-Chi, c'est un bon film qui est retenu par le cahier des charges Marvel. Encore une fois, il y a cette surutilisation des fonds verts, les blagues qui coupent le rythme du film, le climax qui avait tout pour être génial, mais qui se déroule dans un décor absolument triste au possible. C'est un peu le. bon. Je pense que Marvel Studios devrait vraiment se remettre un petit peu en question et essayer de repenser leur formule pour proposer des choses un peu plus intéressantes, quoi. C'est juste pour me donner une idée à peu près, parce que j'ai vu les 2 autres films, là, fait que, pour le situer environ, là. Ouais. Après, c'est comme dit, c'est mon avis, hein, c'est pas du tout l'avis majoritaire, je pense, sur le film. Les fans ont l'air d'avoir plutôt aimé, les critiques beaucoup moins. D'ailleurs, c'est le film le moins bien noté par les critiques du MCU. Je pense que c'est un petit peu rude, parce que vraiment, il y a des grosses qualités dans le film. Après, pour moi, en ce qui me concerne, c'est vraiment une grosse déception, hein. Il y avait matière à faire un film beaucoup plus grandiose que ça, quoi. Voilà. Très bien. Est-ce que vous avez des choses à rajouter? Non, pas vraiment. Non, j'ai juste pensé, là, ça m'a fait penser que tu parles de Marvel, qu'il y a aussi eu le trailer de Spider-Man non, qui est sorti. Ah oui, le deuxième trailer de No Way Home. Oui, exact, c'est vrai. Ah, vraiment. Allez-y si vous voulez en parler. Bah, moi, je vais juste te dire que je l'ai vu.
que sur le coup, je dis, ah, ça m'intéresse bien quand même. Et puis j'ai vu deux, trois théories sur une scène notamment. Bon, la fameuse idée qu'il y aurait les trois Spider-Man qui seraient mélangés là. Et Ouais. Ouais. du coup, je suis quand même un peu hypé. Je sais pas si j'irai le voir au cinéma pour autant, mais ça m'a un peu tenté quand même. Ben, moi, je suis quand même hypé aussi mais je trouve que ce trailer-là, je sais pas pourquoi, mais il m'a moins hypé un peu que le premier trailer. Parce que le premier trailer, j'ai l'impression que tu vois qu'ils vont dans le multivers avec Doctor Strange, puis là, tu dis, ah, il va peut-être avoir ça, il va peut-être avoir ça. Puis là, mettons, ça fait juste confirmer des trucs que tu disais qu'il allait avoir, fait que moi, il m'a un peu moins hypé, mais j'ai quand même très hâte que le film sorte. Je crois que j'avais pas vu le premier, c'est pour ça aussi. Puis aussi, moi, j'ai été voir un film au cinéma. Ben, je sais pas si je peux dire ça parce que c'est comme un mini spoil, là. Mais il y a un personnage que personne parle, que je sais qu'il va avoir dans le film, là, parce que c'est ça. Hmm. Moi, je suis pas au courant, donc Ah, ok, ok. Je sais pas non plus, je suis pas assez spécialiste, mais bon, on va garder les surprises peut-être. Ouais, c'est ça, ouais, ouais. je spoilerai pas pour les gens, là, mais c'est juste En que tout- j'entends personne en parler de ce personnage-là en particulier, puis ça m'étonne, là, alors qu'il. Ben, ou peut-être que vu que ça a été comme confirmé qu'il va être dans le film, genre les gens en parlent pas, là, mais je pense que c'est pas tout le monde qui ont été voir qui savent qu'il va être là non plus, là, fait que je pense que ça peut quand même être une surprise pour certaines personnes, là. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à Ok, dire là-dessus. très bien. Ouais. Alors bon, bah du coup, moi, je vais finir de vider mon camion de sel, hein. Vu comme je suis parti, moi, ce trailer, il me fait extrêmement peur. Parce que, ben, alors, c'est plus un secret pour personne, je pense, à ce stade, mais effectivement, on va sûrement avoir le retour des Spider-Man de Tobey Maguire et d'Andrew Garfield. Donc ça, c'est très bien. Sauf que ça va être servi avec la mise en scène plate au possible de John Watts. Et ça, par contre, c'est pas possible. Enfin, vraiment, les visuels du trailer, c'est moche au possible. La mise en scène, elle est nulle. Enfin, il y a. Ouh. Puis, Ouais, je suis quand même d'accord. enfin, si on compare les Spider-Man de Sam Raimi ou même de Mark Webb avec ceux de John Watts, là, donc la trilogie avec Tom Holland, le niveau, c'est pas du tout le même, hein. Que ce soit en termes de réalisation ou d'écriture, il y a un gouffre. Et voir à la fois les méchants des anciens films et les Spider-Man des anciens films sous la caméra de John Watts, moi, ça me fait un peu peur. Voilà. Ouais, ouais, là-dessus, je suis pas assez spécialiste. Moi, je l'avoue que je prête toujours un peu plus d'attention à l'histoire qui est racontée qu'à la caméra, parce que j'ai pas vraiment un œil Mais, sûr là-dessus. Mais je te fais confiance, du coup, si ouais. le réalisateur est pas connu pour son talent pour mettre en image, quoi. Ouais. Bah après, alors je sais pas, il y a sûrement des vidéos comparatives qui le montrent, donc j'essaierai d'en trouver une, je le mettrai sur Discord. Mais vraiment, entre le travail de Sam Raimi et le travail sur les nouveaux Spider-Man, là, il y a un gouffre, enfin, c'est terrible. Puis Et moi, je même, me suis. même avec l'animé qui était sorti enfin, Into the Spider-Verse, quoi. Ah, il est incroyable ce film-là, là. Et il est Je l'ai incroyable. regardé. Ça fait pas si longtemps que ça que je l'ai regardé, puis je l'avais pas regardé encore. Puis j'ai adoré, hein. Et c'est dommage parce que ce film-là, il a fonctionné. Alors, il parle aussi de multivers et il le fait bien, justement en mélangeant un peu les différents Spider-Man et ce qu'ils peuvent apporter au personnage principal, etc. Et du coup, vu que ça a eu du succès, que ça a bien marché, au MCU, ils ont repris cette idée-là et ça va être nul. Je sens venir d'ici que ça va être nul. Non, mais je pense que ça fait longtemps aussi que Marvel veut introduire le multivers dans ses films, là. Mais tu sais, c'est un peu un concept compliqué à introduire peut-être au grand public qui sont pas fans de comics parce que c'est peut-être, mettons, t'introduis ça comme ça dans un film random, puis c'est peut-être un peu mélangeant, là. Puis là, mettons, j'en dirai pas plus, mais mettons, avec les événements de la série Lucky, puis après ça, avec Doctor Strange
qui gère un peu la magie, qui surveille les différentes réalités, tout ça. Puis j'ai cru comprendre aussi que, même si je ne l'ai pas regardé dans la série Scarlet Witch, là, je ne sais plus comment ça s'appelle. Là. Ouais, WandaVision, là. Ouais, c'est ça. Oui. Ouais. Il y avait des événements qui allaient impacter le multivers aussi. Fait que je pense que ça fait longtemps qu'ils voulaient introduire ça dans leur univers aussi. Là. Ah oui, c'est sûr. C'est Je pense juste que c'est pas que. juste à cause que, mettons, Into the Spider-Verse, il y a eu du succès. Fait que là, ils ont fait, on va faire un film de Spider-Man avec des Spider-Man alternatifs, mais en live action. Là. Ouais. Après, c'est une notion qui est importante dans les comics, et du coup, c'est vrai que c'est l'étape logique, en fait, dans l'univers Marvel d'introduire ça au cinéma. Puis Le s'ils seul font. truc, c'est que ça va se faire dans un film Spider-Man qui est déjà pas très bien développé et qui avait pas forcément besoin de ça. Moi, je pense que ça aurait été mieux de se faire comme dans un truc de type Avengers, là, où il y a beaucoup plus d'héros. Puis que les enjeux sont beaucoup plus gros normalement que. Ouais. Je pense que ça aurait été mieux aussi. Là. Oui, oui. Après, Loki, du coup, la série qui était très très bien, par contre, elle a bien introduit le truc déjà, donc Ouais, je suis d'accord. Hmm. c'est déjà ça, quoi. Et je sais pas si vous avez fini de regarder, mais il y a le What If aussi qui est bien porté sur la question du multivers. Moi, Ah je l'ai oui, fini, j'y pense parce que je l'ai fini là cette semaine, les 2 derniers épisodes. les épisodes 8 et 9. Là. Ouais, et Ah oui. franchement, c'était Ouais, très sympa à regarder ouais, dans ils sont l'ensemble. vraiment cool, ces deux épisodes-là. Hmm. Ouais, moi, j'ai pas du tout regardé. J'ai même pas vu WandaVision. Moi, j'ai regardé que Loki. WandaVision, c'est sympa en vrai, Ouais, moi, je aussi. n'ai pas regardé non plus WandaVision. Mais j'ai entendu dire les 3 premiers épisodes c'est comme. C'est comme vraiment fait comme ma sorcière bien-aimée, là, puis ça me donne pas très envie de En regarder. fait, ouais, c'est exact. Enfin, l'idée, c'est que chaque épisode reprend les clichés, on va dire, de réalisation et de séries qu'il y avait à une époque. Et en gros, chaque épisode, ça prend 10 ans en quelque sorte. Donc le premier, c'est les années, je sais plus, 40-50. Puis après, c'est une série des années 60, 70, 80. Et d'ailleurs, quand on arrive dans les années 90, la série est filmée et le générique est fait de la même façon que Malcolm, par exemple. Donc en fait, chaque épisode prend une série de références des années antérieures et ça monte progressivement jusqu'au dernier épisode qui se déroule et qui sont filmés comme des épisodes des années 2010-2020. Donc moi j'ai bien aimé l'idée. C'est vrai qu'au début c'est un peu compliqué parce que c'est noir et blanc, c'est un humour qu'on n'a plus trop, qui n'existe plus aujourd'hui. Mais du coup ça faisait un petit vent de fraîcheur, je trouvais, dans l'univers Marvel. Ouais, c'est vrai. Ils prennent des risques en faisant ça un peu. Ouais, exactement. Ouais. Ce qu'ils n'ont pas l'habitude de faire nécessairement. Très bien. Bon, je vous suppose. Oh, je sais plus parler. Je vous propose de s'arrêter là pour les actus. Et on va passer à la partie chronique. Alors, comme on a dit tout à l'heure, la partie chronique, en fait, ça va être aussi pas mal d'actualités. Mais vous verrez bien. Voilà. Alors du coup, c'est moi qui veux commencer. C'est moi qui vais commencer pour les chroniques. Donc moi aujourd'hui, ce mois-ci, je vais vous parler d'un jeu vidéo. Voilà, je vous l'ai dit. Moi, je suis le mec qui lance un podcast littérature, mais qui parle de jeux vidéo. Voilà. Comme ça, c'est fait. Et donc, alors je vais vous parler d'un jeu vidéo alors j'allais dire de pure fantasy, mais en fait c'est presque de la space fantasy en fait, donc un mélange de science-fiction et de fantasy. Voilà. Et donc ce jeu c'est Tales of Arise.
donc le dernier né de la série des Tales of, qui est sorti en septembre 2021. Et donc la saga des Tales of, c'est une des séries phares en fait du JRPG. Le premier titre, il est sorti en 1995. Donc en fait, ça a un paquet d'années quand même. C'est quasiment aussi vieux que moi. Et donc la série, elle compte une quinzaine de jeux et tout un tas de spin-offs, que ce soit en jeu, en manga, en animé, etc. Et c'est une saga qui a toujours été un petit peu dans l'ombre en fait des Final Fantasy et des Dragon Quest qui sont très très connus, même en Occident. Et à l'inverse donc de la saga des Tales of qui est pas forcément super connue par chez nous. Et donc c'est une série en fait qui vit beaucoup dans l'univers des mangas. Donc en fait ça reprend en fait les codes à la fois de narration et les codes graphiques. Et ça j'en reparlerai un petit peu après. Donc moi dans cette licence en fait j'ai quasiment joué à rien. En fait j'ai un petit peu joué à un épisode qui était sorti sur PSP, mais j'avais même pas pu finir à l'époque. Voilà. Donc, autant dire que j'y connaissais pas grand-chose. Donc, au vu des retours qu'il y a eu sur cet épisode, bah, je me suis laissé tenter. Parce qu'en fait, c'est vraiment un épisode de la relance, en fait. Hein. Le but, c'était vraiment de moderniser la licence. Et bah, ça a été très bien fait. Alors, comme d'habitude, bah, je vais parler du scénario et des thématiques du jeu dans un premier temps, de la technique dans un second temps, et je finirai par le gameplay. Alors, de quoi ça parle ce Tales of Arise? Alors, ça parle en fait de deux planètes. Donc, c'est pour ça que je disais que ça fait penser aussi un petit peu à de la science-fiction. Donc, on a deux planètes qui sont Dana et Rena. Et en fait, la planète de Dana est dominée par la planète de Rena. C'est-à-dire que les Réniens, en fait, ont colonisé et tiennent en esclavage l'ensemble des Daniens. Donc, c'est une situation qui dure depuis 300 ans. Donc, au début de l'histoire, on découvre Alphen, qui est un esclave. Cet esclave, donc c'est un esclave danien. Donc, sur sa tête, il a un masque qui lui recouvre toute la tête, en fait. Et en plus de ça, il est amnésique et il ne ressent pas la douleur. Voilà, c'est sa caractéristique et on peut lui faire ce qu'on veut, il ressent rien. On va assez vite également découvrir Shion, qui est une noble réunienne qui est en fuite. C'est une traître en fait à sa patrie. Et elle, sa caractéristique, c'est que si on essaye de la toucher, il y a des épines qui sortent de son corps et qui blessent la personne qui essaye de la toucher. Donc là, normalement, si vous avez suivi, vous allez vite faire le lien entre les deux personnages. On a une personnage qui ne peut pas être touchée sous peine de ressentir une grande douleur, et un autre qui ne ressent pas la douleur. Voilà. Donc, directement, on a un parallèle entre les deux personnages. Donc les deux vont se rencontrer et prendre part en fait à la résistance danienne et vont vouloir libérer les Daniens réduits en esclavage. Alors, chaque personnage a ses propres motivations. On se doute bien que Shion, en tant que rénienne, elle fait pas ça par bonté de cœur. Elle a un objectif derrière la tête. Et donc, en fait, Dana, la planète, est séparée en différents royaumes, avec chacun. Et donc, chaque royaume est dirigé par un seigneur rénien, forcément. Et ces différents seigneurs, en fait, se livrent à un tournoi qui est appelé le tournoi du pouvoir. Et le vainqueur de ce tournoi est désigné souverain de Rena. Voilà. Et donc, en fait, les personnages vont parcourir ces différents royaumes et à chaque fois combattre le système en place et le souverain en place. Donc tout au long de l'aventure, on rencontrera différents antagonistes ainsi que différents compagnons qui nous rejoindront et combattront à nos côtés. Voilà. Et donc, comme on peut le voir, au niveau de l'intrigue, on est sur du pur shonen en jeu vidéo en fait. Hein.
c'est le pouvoir de l'amitié, tout ça. Et en même temps, on a un jeu qui est très politique dans ses thématiques, parce que forcément, ça parle d'esclavage. Donc en fait, le jeu, au travers des différents royaumes et des différents systèmes en place dans chaque royaume, il va montrer les différentes facettes que peuvent prendre une domination esclavagiste et coloniale. Donc ça va montrer l'impact que ça a, notamment sur les individus. Et tous les personnages qu'on va recruter, c'est des personnages qui vont souffrir à différents niveaux de ce système-là. Donc c'est vraiment des personnages en souffrance. Du coup, ça va guider leurs relations entre eux, parce qu'on a des personnages qui sont à la fois daniens et réniens. Donc forcément, leurs relations sont impactées par l'appartenance à un peuple. Et il y a notamment la question du racisme qui va être soulevé plusieurs fois. À la fois, celui qui est évident, celui du régnien dominateur sur le danien opprimé, mais aussi le racisme qui peut se mettre en place quand les Daniens se libèrent, en fait, parce qu'on se souvient que ils vont se libérer, hein, c'est un shonen, donc ça va finir plus ou moins bien à chaque fois. Mais du coup, il y a la question du ressentiment qui est posée. Et c'est une question qui est très importante. C'est après la libération, on fait quoi? Est-ce que les Daniens doivent se venger sur les Réniens? Est-ce qu'on doit céder à la haine et du coup relancer une pièce dans la machine et donc relancer le cycle de la haine en fait? Parce que c'est bien beau de se libérer, mais si les Daniens deviennent les nouveaux dominants oppresseurs. sur les Réniens, s'ils deviennent les nouveaux oppresseurs exactement, en fait on résout pas la question en fait, on fait juste que relancer un cycle et ça terminera jamais. Donc moi je trouvais que c'était abordé d'une belle manière et toujours au travers alors évidemment des différents royaumes et de ce qui s'y passe, mais aussi au travers de ces personnages qui sont tous développés au travers de ce prisme-là. Donc vraiment, on a une histoire et c'est ça que j'aime en fait dans ce genre d'univers. En fait, c'est la manière dont l'histoire en fait va répondre à la fois au questionnement individuel des personnages, mais aussi au scénario et sur le. Ah, j'ai l'expression en anglais, mais je voulais pas l'utiliser. Sur The Big Picture en fait. Donc sur l'entièreté de l'univers. Voilà. Donc c'est très sympa à suivre, c'est une belle aventure. Les personnages sont extrêmement attachants. Les développements sont pas tous égaux. Les personnages secondaires sont peut-être un petit peu caricaturaux, mais ça reste très correct. Évidemment, Alphen et Shion sont au centre du jeu. Et vraiment, leur développement à eux, par contre, est vraiment excellent. Voilà. Très bien. Je passe maintenant, du coup, à la. Juste en termes de gameplay, ça se joue comme. Tu as un exemple de jeu qui pourrait y ressembler? J'en parlerai après. Ok, d'accord. Là, je vais passer à la technique d'abord. Très bien. Ok. Ah non, avant de passer à la technique, je vais soulever un petit point que j'ai remarqué en jouant au jeu. Alors là, je sais pas du tout si c'est moi qui me fais des idées ou si c'est réel, mais j'ai l'impression qu'il y a une petite inspiration des archives de Rochard. En fait, le premier royaume dans lequel on démarre, donc on joue un esclave, hein, Alphen, dans un univers qui est plutôt dans un royaume qui est plutôt désertique. Et donc moi, ça m'a beaucoup fait penser à Kaladin et aux plaines brisées au début des archives. Ok. Et en plus de ça, les Rhéniens, quand ils utilisent la magie, leurs yeux brillent. Et donc en fait, ils sont surnommés je sais- les yeux brillants, je crois, tout simplement par les Daniens. Donc évidemment, moi, ça m'a beaucoup fait penser au Paliris des archives de Rochard. Ouais, évidemment, ouais. Voilà, donc est-ce que ça liait vraiment? Est-ce que les scénaristes ont lu les archives de Rochard du coup, ou est-ce que c'est moi qui fais des liens là où il ne doit pas y en avoir? Je sais pas. Mais en tout cas, c'était là et c'était cool.
Mais de toute façon, le jeu a des influences vraiment classiques de fantasy et de Star Wars notamment. C'est assez évident en y jouant. Il y a, il y a- il y a une espèce d'étoile de la mort entre les deux planètes de base de toute façon. Donc Petite voilà. question. Est-ce que je peux jouer à ce jeu-là, mettons, sans avoir joué à aucun autre Tales of, puis c'est une Ah histoire oui, complètement à oui. part? Ok, ok. Ouais, je l'ai pas dit, mais effectivement, tous les épisodes sont indépendants, hein. C'est comme les Ok, Final ok. Fantasy ou les Dragon Quest, on peut les faire. Ok, Et justement, je trouve que c'est une excellente porte d'entrée pour découvrir la saga. c'est bon. Voilà. Donc du coup, comme tu disais, je vais passer un peu à la technique. Donc c'est un jeu qui est pas à la pointe de la technologie du tout. Donc les textures sont pas incroyables, hein. Ça fait pas du tout dans le photoréalisme. C'est dû au fait que le jeu a un budget qui est pas forcément très élevé, hein. C'est pas un Final Fantasy de Square Enix qui a des moyens, on va dire, infinis. Par contre, il compense ça avec une direction artistique du feu de Dieu. Vraiment, c'est sublime. Alors, bah, comme dit, hein, tout ce qui est texture, les lumières, etc., c'est pas forcément incroyable, mais bah, ça compense par les idées visuelles. Et donc, bah, typiquement, il y a les éléments qui vont être éloignés dans le décor. euh, les textures changent en fait et ça devient un peu comme une peinture. Donc c'est vraiment super beau à regarder. Ce qui est de près, on va avoir une espèce de cel shading qui fait très manga finalement. Donc c'est vraiment bien. En fait, le jeu il fait tout ce qu'il doit faire avec les moyens qu'il a. Et derrière ça, c'est très, ça reste propre. Alors il y a beaucoup de clipping, mais ça reste propre et c'est fluide. Il n'y a jamais de ralentissement, même pendant les combats où il y a beaucoup d'effets. Donc c'est un aspect un petit peu, alors je vais pas dire cartoon, mais un peu animé. Et c'est tant mieux parce que du coup et c'est tant mieux parce que finalement il vieillit. Ah, j'y arrive pas. Et c'est tant mieux parce que du coup il va bien vieillir. Ok. Là où un jeu qui se photoréaliste au bout de quelques années, il prend un petit peu cher. Là, dans 5-10 ans, on pourrait rejouer tranquillement. Enfin, il n'y a pas de raison qu'il vieillisse, quoi. Hmm. En plus de ça, il y a quelques passages qui sont faits en animation. Donc, c'est réalisé par le studio Ufotable, qui a fait les animés Fate et Demon Slayer. On Oh parle là beaucoup là là de là, studio. Ufotable. Mon Ouais, studio préféré. ouais. Ouais, voilà, donc ça claque. Je pense que tu vas bien aimer du coup. Ouais. Donc vraiment, ouais, ça claque de partout. Et donc là, encore une fois, hein, on ressent le lien entre la série des Tales of et le monde du manga. D'ailleurs, le jeu a deux openings en fait, comme dans un manga normal, quoi. Et enfin, pour le gameplay. Alors, pour une fois, dans un JRPG, c'est pas du tour par tour. Alors même si c'est vrai que en ce moment, la tendance est plus au combat en temps réel, hein, on l'a vu dans les derniers Final Fantasy. Donc on a un système de combat qui est dynamique et basé sur des combos à enchaîner. Alors pas des combos de simple attaque, mais des combos d'Arte, qui sont des espèces de soit de compétences à l'épée, soit de sorts, etc. selon le personnage. Et en fait, on peut contrôler différents personnages, enfin les différents membres du groupe. En fait, on peut tous les contrôler. Donc on en contrôle un à la fois, et on a quatre en tout sur le terrain en même temps. Donc il y aura le personnage contrôlé par l'utilisateur et les trois personnages contrôlés, enfin trois autres contrôlés par l'IA, quoi. Et donc on peut switcher à tout moment entre les différents personnages. Et donc chacun a un gameplay qui lui est propre, une manière de jouer qui lui est propre, avec des artés vraiment différents. Donc chaque personnage a un feeling totalement différent. Donc par exemple, Alphen, c'est un personnage qui est orienté corps à corps, qui se bat à l'épée. Donc ses artés, c'est des attaques à l'épée, des enchaînements, voilà, des bots, des trucs comme ça.
Shion, à l'inverse, c'est un personnage qui est équipé d'un fusil. Donc elle combat à distance et elle utilise des artés de soin ou quelques sorts magiques offensifs. Voilà. En plus de ça, chaque personnage a une capacité spéciale qu'on peut utiliser de temps en temps. Donc il y a une jauge qui se remplit et quand la jauge est pleine, on peut déclencher le spécial. Et en fait, ces spéciaux peuvent permettre de mettre à terre les ennemis et donc soit d'interrompre leurs actions et de continuer à placer les combos tranquilles. Voilà. Donc tout ça, c'est vraiment bien équilibré. Ça demande un petit peu de prise en main quand même pour bien comprendre toutes les petites subtilités. La difficulté est vraiment bien dosée. Moi, j'ai fait le jeu en normal et en fait, à aucun moment, comment dire, ouais, chaque combat résiste un petit peu aux joueurs. Donc, il n'y a aucun moment où j'ai senti que je roulais sur le jeu. En fait, la montée en niveau est assez progressive et la montée en difficulté l'est également, ce qui fait que le jeu nous résiste toujours, mais sans que ce soit une corvée en fait. C'est-à-dire on va pas perdre, mais chaque combat, on va avoir l'impression de gagner sur le fil. Donc c'est vraiment intéressant à ce niveau-là. Alors on a évidemment des quêtes secondaires à faire, donc elles sont pas très intéressantes, mais elles sont très rapides. Les récompenses sont très intéressantes, donc on a vraiment envie de les faire. Et en plus de ça, on est souvent récompensé par des combats de boss qui sont super cool et qui sont parfois même meilleurs que ceux de la quête principale. Donc c'est vraiment sympa. Alors un petit mot enfin, le jeu c'est pas un open world, c'est plutôt couloir en fait. On va avoir différentes villes dans les différents royaumes donc il y a quelques donjons et sinon l'ensemble en fait c'est relié par des zones qui sont un petit peu ouvertes. Ouais, c'est des gros couloirs en fait avec quelques endroits où ça s'écarte un petit peu. Donc ça rejoint un peu ce que je disais sur le budget du jeu. Hein. Donc le jeu fait vraiment ce qu'il peut avec les moyens qu'il a. Mais au final, c'est pas plus mal parce que du coup, on n'a pas quelque chose de super grand et vide. On a des zones qui sont plus resserrées et qu'on a vraiment envie de fouiller de fond en comble pour récupérer tout ce qu'il y a dedans et affronter tous les ennemis qui s'y cachent. Donc vraiment, le jeu fait vraiment le maximum euh, avec les contraintes qu'il a à sa disposition. Et quelque part, c'est plus intéressant qu'un jeu qui a un budget faramineux et qui se perd dans ses idées, notamment en termes de game design sur l'open world. Quand on prend les jeux Ubisoft ou d'autres, les mondes ouverts sont pas du tout intéressants. Donc on se dit qu'on pourrait s'en passer. Donc là, le jeu s'en passe et il remplace ça par des choses qui sont beaucoup plus agréables à parcourir au final. Donc vraiment, c'est des limitations qui mènent à un jeu qui finalement est meilleur. Donc voilà, c'est de la création sous contrainte. Et comme souvent, ça donne des choses meilleures que quand il n'y a pas de contrainte. Voilà. Donc, moi, j'ai vraiment adoré ce jeu. Hein. Les personnages sont extrêmement attachants. Le scénario est intéressant. Le dernier segment, il est un petit peu moins bien. Il est même un petit peu pénible. Par contre, la fin est vraiment émouvante et assez épique. Donc ça compense. Et vraiment, j'ai adoré parcourir ce jeu. Voilà, donc si vous aimez les univers manga, vraiment moi c'est une grosse recommandation hein, parce que vraiment ça vit là-dedans, hein, c'est du shonen hein, aussi bien visuellement que sur le gameplay. Euh, alors je l'ai pas dit, mais du coup en fait les personnages ont en plus de leurs spéciaux, ils ont des espèces d'attaques ultimes qui font par groupe de deux et c'est vraiment super jouissif de les lancer pour achever un combat. Voilà, c'est un peu tout ce que Et en j'avais à dire. termes de durabilité? Alors, en ligne droite, il faudra compter une petite quarantaine d'heures.
Moi, j'ai mis à peu près 50 heures pour le finir avec les quêtes annexes qui étaient à ma portée à la fin du jeu. Et après la fin du jeu, il y a des quêtes en plus, des donjons en plus à faire. Donc là, c'est si vraiment on adore le gameplay, ce qui est mon cas. Là, je continue à y jouer après l'avoir terminé. Et donc, pour tout finir à fond et avoir le trophée platine sur PlayStation, je pense qu'il faut compter 60-70 heures. Ah oui, quand même. Ouais. Mais c'est vraiment bien parce que bah, le jeu déjà est très bien rythmé. Donc on enchaîne vraiment l'histoire comme une lettre à la poste, quoi. Y a pas de problème à ce niveau-là. Et du coup, bah, le scénario principal est suffisamment court, donc une quarantaine d'heures, je trouve que c'est raisonnable encore pour un JRPG. Donc à ce niveau-là, c'est raisonnable. Et après, si vraiment on aime beaucoup le jeu, on peut continuer à jouer. Il y a des choses à faire après, quoi. Donc il y en a pour tout le monde et c'est vraiment bien. Très bien. Est-ce que vous avez des questions encore Non, je pense que. J'allais te poser des questions sur le gameplay et tout, mais t'en as parlé par après, là, fait que ça englobe pas mal tout ce que je voulais savoir. Ok, bah parfait. Ben, le jeu est dispo sur quelle console? Ah, il est dispo partout. Ok, Il est sur PC, PS4, PS5, Xbox, je sais plus quoi, toutes les Xbox là. ok. Voilà. Ah, parfait. Moi, je l'ai fait sur PS5, du coup. Et ben du coup, on va passer à la suite. Et donc, bah, on va revenir un peu là sur les actualités et sur les adaptations. Et donc, c'est Capitaine Vestry qui va nous parler de la dernière pépite de Netflix, qui est l'animé Arcane. Oui, puis je suis très très excité de vous parler de ça aujourd'hui parce que Arcane, c'est un animé c'est un animé du jeu par rapport au jeu League of Legends. Pour ceux qui connaissent pas, je vais vous expliquer un peu c'est quoi le jeu à la base, puis mon histoire avec le jeu aussi, là. Parce que moi, je pense que c'est ça qui fait que j'apprécie autant cet animé-là. Puis en gros, League of Legends, c'est quand même vieux, ça date de 2009. Puis c'est un MOBA. Un MOBA pour les jeux pour les gens qui ne savent pas c'est quoi, le terme exact en français, c'est arène de bataille en ligne multijoueur. Puis en gros, le principe de MOBA, c'est que t'as une carte fermée, puis tu prends c'est deux équipes qui jouent, qui s'affrontent. Puis chaque équipe prend des personnages qui ont différentes fonctions, puis selon où tu vas sur la carte, tu sais, les personnages ont différents rôles. Puis le but de chaque équipe, dans le fond, c'est de prendre différents objectifs pour arriver ensuite à détruire la base de l'autre équipe. C'est ça le principe d'un MOBA. Puis c'est ça, League of Legends, dans le fond, c'est. Il y a beaucoup de personnages, puis à chaque année, ils sortent de plus en plus de personnages. Puis ce qui est le fun parce que ça diversifie le gameplay. Puis chaque personne, mettons, on peut découvrir un personnage qu'on aime plus qu'un autre, puis on peut se mettre à jouer ce personnage-là. Puis par rapport à League of Legends, moi je trouve qu'il y a toujours eu des très très beaux artworks pour les personnages, pour les skins. Puis aussi, quand je regardais une vidéo de quelqu'un qui fait du cosplay puis qui disait pourquoi League of Legends c'est un bon jeu pour c'est le fun de faire du cosplay de League of Legends, mais c'est qu'il y a vraiment il y a vraiment tout niveau de diversité de personnages. Tu sais, il y a des personnages en grosse armure, il y a des personnages qui sont juste habillés, mettons, en tenue plus simple, en robe. Tu as des personnages avec des épées, tu as des personnages qui se battent juste avec leurs poings. T'as une race, mettons, dans le jeu qui s'appelle les Yordles, qui sont c'est des petites créatures poilues trop mignonnes, en fait, là. Puis, puis c'est ça, fait que c'est bien à ce niveau-là. Puis aussi, mettons, chaque personnage a leur personnalité, puis ils ont des lignes de dialogue, mais comme c'est un jeu, mettons, un peu où tu t'affrontes, tu sais, tu peux pas explorer tant ce côté-là du jeu, c'est vraiment plus, mettons, les sorts du personnage, puis s'il est fort ou non, ces choses-là. Puis, mais il y a quand même sur le site web de League of Legends, tu peux quand même retrouver l'histoire de tous les personnages, puis au début, il y avait des personnages avec, mettons, des histoires un peu plus développées, puis il y avait d'autres personnages pour lesquels tu vois qu'ils ont vraiment pas travaillé sur l'histoire, puis que tu sais, l'histoire tient un petit paragraphe, puis l'histoire est vraiment éclatée comparée à d'autres personnages parce qu'ils ont pas eu trop d'inspiration. Mais depuis quelques années,
mettons League of Legends, sur leur site, ils ont fait une section qui s'appelle Univers. Puis ils ont vraiment, mettons, retravaillé l'histoire de beaucoup de personnages. Puis quand ils sortent des nouveaux champions, tu sais, ils se forcent vraiment pour l'histoire et tout ça. Puis, mettons, il y a différentes régions dans le jeu, puis tout ça. Puis, il y a différentes régions dans le jeu, puis il y a des personnages qui viennent, mettons, de différentes villes. Puis, mettons, il y a des situations géopolitiques avec d'autres régions du jeu qui sont complexes. Puis, mettons, par exemple, il y a des personnages de deux cités qui sont en guerre, mettons, qui se sont déjà affrontés sur le champ de bataille, puis qui sont des rivaux, etc. Puis il y a plein d'interactions comme ça avec les personnages. Fait que c'est vraiment cool. Puis aussi, plus les années passent, plus ben, League of Legends, c'est un très très gros jeu. Fait qu'ils ont beaucoup d'argent là, parce qu'il y a énormément de gens qui jouent, et etc. Puis ils sortent des cinématiques de plus en plus belles. Puis ça donne, pour les fans, ça donne encore. Pour les fans, puis les gens qui lisent l'histoire, qui sont passionnés, mettons, par l'histoire des personnages, puis par les régions, puis ces choses-là, ça fait des années que les gens, mettons, veulent qu'il y ait un film League of Legends ou comme un animé League of Legends. Puis en 2019, pour les 10 ans du jeu, parce que la première version du jeu est sortie en 2009, euh, ils ont fait beaucoup d'annonces sur d'autres jeux que Riot allait sortir, par exemple Project L, qui est un jeu de combat un peu à la Street Fighter, mais avec les persos de League of Legends. Et ils ont annoncé aussi, c'est ça, ils ont annoncé plein de projets, des jeux, puis des choses comme ça. Puis entre autres, un trailer qui est sorti pour une série animée qui s'appelle Arcane. Ça, c'est sorti fin 2019. Puis moi, quand j'ai vu le premier, moi j'adore l'animation. Fait que quand j'ai vu ce trailer-là, j'étais vraiment hypé, là, dans le fond. J'étais vraiment très, très excité. Puis aussi, la direction artistique avait l'air très, très belle. Fait que j'attendais ça avec impatience. Puis là, après, début 2020, on sait tous qu'il y a eu une pandémie mondiale. Puis après ça, plus de nouvelles pendant plus d'1 an de la série animée Arcane. Fait que moi, j'étais triste. Puis ça faisait plus d'1 an que j'attendais ça avec impatience. Puis là, à l'été 2021, on a eu un trailer, mettons, ou à l'automne, on a eu un vrai trailer, mettons, avec du contenu de plus sur la série. Puis on a eu une date, puis que ça allait sortir sur Netflix. Puis en gros, moi, j'étais très, très hypé. Puis fait que dès que c'est sorti sur Netflix, ils ont mis les 3 premiers épisodes disponibles il y a 3 semaines. Puis après ça, c'est sorti à chaque samedi. La semaine passée, il y a eu les épisodes 4 à 6. Puis hier, les derniers épisodes, mettons 7 à 9, sont sortis sur Netflix. Puis en gros, j'ai adoré la série, là. Tout simplement parce que en plus, l'histoire se passe dans ma région préférée, Piltover, qui est une ville un peu steampunk. Puis la basse ville qui est Zone, qui est une ville un peu plus les quartiers bas de la ville, où il y a de la criminalité, puis les gens sont pauvres, puis ils ont de la misère à assurer leur propre survie, là. Puis ça se concentre sur l'histoire des personnages dans cette région-là du jeu. Principalement Vi, Jinx, mais il y a aussi, on voit Jace, par exemple, Heimerdinger, Victor, Echo. Puis en gros, l'histoire, ça se passe sur mettons, ces personnages-là, puis les interactions qu'ils vont avoir avec les autres personnages, puis comment, mettons, Jinx, mettons, a grandi, puis est devenue Jinx, on va dire, hein, parce qu'avant, c'était une petite fille, puis c'est pas devenu tout de suite la Jinx qu'on connaît, puis qui est criminelle, puis qui fait. Jinx, c'est un peu le genre de Joker dans l'univers de League of Legends, là. Fait que c'est pas nécessairement, tu sais, elle est pas virée folle comme ça d'un jour à l'autre, tu sais. Il y a quand même eu du développement, puis fait que c'est intéressant de voir le développement de tous ces personnages-là. Puis, en gros, pour résumer l'histoire vite fait, on suit surtout Vi et Jinx, qui ont été, mettons, quand elles sont petites, elles ont perdu leurs parents parce que il y a eu des gens de la basse ville qui se sont rebellés contre Piltover, là, dans le fond, la cité un peu plus des gens riches et tout ça. Puis finalement, ils ont envoyé une armée eux autres qui appellent ça des pacifieurs, mais dans le fond, de leur force de police, en gros, là. Puis ça a mal tourné, fait qu'ils ont perdu leurs parents. Puis là, ils ont appris à grandir dans Basseville, puis tout. Puis il y a Vander, qui
comme une grosse figure du rébellion qui les a pris un peu sous leur aile. Puis, ensuite, après ça, mettons, en grandissant, il y a toujours des problèmes avec la haute ville, puis des intrigues politiques et tout ça. Puis c'est ça là. Puis il y a plein de péripéties. Ben, je sais pas comment trop expliquer la série sans spoiler parce que c'est dur de pas spoiler parce que j'ai l'impression que j'en dis un peu, je vais spoiler comme l'épisode 1, mais en gros, c'est ça. Puis ça, il y a différents personnages qui. En gros, ce qui est le fun aussi, c'est que il y a beaucoup de dilemmes moraux là, dans cette série-là, puis tout ça, des personnages qu'il faut qu'ils aillent à l'encontre de leurs convictions ou que s'ils suivent leurs convictions, tu sais, ça met en danger tous les gens qui aiment. Fait que c'est vraiment déchirant. Puis ce qui est vraiment le fun avec cette série-là aussi, c'est que premièrement, la direction artistique est très très belle. Genre, j'ai rarement vu je sais pas comment expliquer la façon dont l'animé est, mettons, visuellement, là, je sais pas comment expliquer ça, mais c'est très très beau, là. Puis j'ai rarement vu un animé comme ça, fait que je vous conseille de regarder. L'écriture est très très bonne, puis les intrigues des personnages finissent toutes par s'entrecroiser, mettons. Au début, tu suis, mettons, les histoires séparées, mais plus la série avance, plus les intrigues entre les personnages, mettons, s'entrecroisent, puis ça finit que. Au début, il y a plein de. Mettons, c'est comme un peu pour. Il y a plusieurs petites intrigues, puis ça va finir dans un gros climax, là, on va dire ça comme ça, là. Puis l'écriture est très très bien, puis les musiques sont très très bonnes aussi, là, puis tout est trop bien avec cette série-là, en gros, là. Allez regarder Arcane. Même pour les gens qui ne jouent pas au jeu, mais qui sont juste fans d'animation, là, je pense que ça vaut le coup, là. Je sais pas comment plus expliquer, sans spoiler ou sans dévoiler de. Attends, on y reviendra après. Ouais, Moi, c'est ça. je voudrais juste confirmer ce que tu viens de dire. Parce qu'effectivement, moi, je connais mais rien, mais alors rien de rien sur League of Legends. Moi, avant de commencer, je savais juste qu'on pouvait mid dans Jungle et qu'il y avait un perso qui s'appelle Jinx. Ouais. Voilà, c'est tout. Et c'est un personnage central de la série, d'ailleurs. Ah bah même ça, moi, je savais pas, tu vois. Et, euh, et du coup, effectivement, alors moi, pour l'instant, j'ai vu que le premier épisode. J'ai pas eu le temps de voir le reste. Mais rien que le premier, c'est super prenant. Euh, En fait, on est balancé, bah, comme tu disais, dans une ville un peu steampunk là, et on suit cette bande de gamins un peu voleurs. Enfin, c'est des voleurs en fait complètement. Ouais, c'est Et ça. du coup, on suit leurs mésaventures, et c'est très terre à terre en fait au départ. C'est genre ils ont un plan pour voler quelque chose, le plan capote, et on suit ce qui vient quoi. Et cette manière de nous raccrocher avec un truc super simple en fait, parce que ces histoires de cambriolage, c'est très classique à la fois en fantasy et hors fantasy. Il y a beaucoup de films ou de livres qui parlent de ça. Donc on nous raccroche avec ça pour découvrir l'univers, et ensuite ça commence à dérouler un petit peu les intrigues qui, ont, qui règnent derrière la ville, etc. Et c'est ouais, c'est vraiment bien. Enfin, enfin, la porte d'entrée, elle est vraiment super facile d'accès, même Oui. si on connaît rien. Et là, bah, je me doute en fait que j'ai dû louper mais tout un tas de références au jeu. Mais en fait, c'est pas grave, quoi. Je pense que les fans devaient être super contents. Oui, Mais ben moi, même quand tu connais rien, tu rentres tranquille dedans, quoi. C'est ouf. moi, par exemple, en tant que fan, mettons, tu dis Ah, il y a une interaction avec ce personnage-là, ça pourrait peut-être être ce personnage-là dans le jeu, puis il pourrait se passer ça, qui fait que quand tu connais un peu, quand tu as lu un peu le lore des personnages aussi, puis tu sais, je suis trop. Tu sais, mettons, je suis très très attentif à tous les micro-détails, puis ce genre de choses-là. Tu sais, il y a plein de théories sur certains personnages, puis ces choses-là pour la suite de la série. Puis d'ailleurs, ils ont déjà annoncé une saison, qui ont sorti les derniers épisodes hier, puis ils ont déjà annoncé une saison 2. Mais là, j'ai pas encore, moi-même, j'ai pas encore terminé les séries, là. Il me reste 2 épisodes à regarder. Je sais pas si ça va encore se dérouler, mettons, à Piltover avec ces personnages-là ou dans une autre région, parce que comme je t'expliquais, il y a beaucoup de régions, puis il y a beaucoup de personnages. Par exemple, là, on est dans Piltover, une cité un peu steampunk. D'ailleurs, c'est la cité du progrès où il y a beaucoup de scientifiques, mettons, puis d'inventeurs et de ce genre de choses-là. Mais par exemple, tu as Noxus,
t'as Noxus qui est une genre de grosse cité. C'est comme un peu. Dans le jeu, les personnages qui viennent de là sont comme un peu les méchants parce que c'est une grosse cité qui veut juste la guerre puis dominer tout ce qu'ils veulent. Ils veulent juste envahir, mettons, pour comme agrandir leur empire, si on veut. Puis, par exemple, il y a une autre région qui est Ionia, qui est comme c'est des îles, puis ça fait un peu penser au Japon. Puis t'as peut-être des personnages qui sont plus un peu style ninja qui viennent de cette île-là. Puis d'ailleurs, dans le lore de League of Legends, t'as une grosse partie qui est justement l'invasion d'Ionia par Noxus, là. Puis c'est la guerre entre ces deux pays-là, on va dire ça comme ça, là. Puis t'as des personnages justement d'Ionia qui ont affronté des personnages de Noxus, puis il y a eu des conséquences par rapport à ça puis ça fait que certains personnages sont devenus ce qu'on connaît dans le jeu, puis c'est ça, là. Fait que, mettons, la série, mettons, la saison 2, ça pourrait très bien se passer sur d'autres régions du jeu avec d'autres personnages, puis ça pourrait être trop bien, là. Fait que moi, j'aimerais trop voir ça, là. Ben, moi, je suis tout à fait d'accord avec vous deux. Alors, je suis un peu plus connaisseur que Flo, mais pas non plus énormément, parce que moi, LoL, j'y ai très peu touché. Par contre, j'ai joué à TFT, qui est je sais pas comment on appelle ça, un chess battle automatique avec les personnages de LoL. Et je joue aussi à Valorant, qui est un autre continent, je crois, dans l'univers. Valorant, je dirais que c'est un autre univers carrément, là. Ça n'a pas du Ah, tout c'est un autre rapport avec univers? LoL. Ouais, c'est Ok, ça. d'accord. Enfin, du coup, je connais un peu ce que fait Riot. Et c'est vrai que j'en ai entendu parler très tard, moi, de cette histoire de série. Et bah, j'ai regardé le premier épisode le jour de la sortie. J'ai beaucoup aimé. Bon, il s'est avéré que j'avais des contraintes à côté qui ont fait que j'ai pas pu tout de suite enchaîner. Mais j'ai regardé la suite. J'ai regardé 5 ou 6 épisodes là déjà. Et c'est un gros kiff. Chaque épisode est complètement fou. Franchement, je sais pas si j'ai déjà vu une série d'animation qui m'a autant emballé en termes de... Enfin, récemment en tout cas. C'est... En plus, là, on est en effet à Piltover qui est steampunk et qui est vraiment mais génial en termes d'univers. Enfin, ça fait très moderne dans le sens de... parce qu'en ce moment, il y a une petite hype autour de tout ce qui est littérature de l'imaginaire, autour du steampunk qui revient, enfin qui arrive un peu sur le devant de la scène. Et là, on est en plein dedans. Les personnages sont ouf. D'ailleurs, dans l'idée, enfin, je ne sais pas si ça a une quelconque importance, mais le fait que tous les personnages soient des personnages féminins pour un truc qui sort du jeu vidéo, je trouvais quand même que c'était pas ultra commun. Surtout dans le fait que, enfin, pour le moment, je trouve pas que les personnages soient sexualisés comme ça peut être le cas dans les trucs un peu jeux vidéo, manga, etc. Euh, donc, alors après, bon, Flo, il a vu que le premier, mais c'est vrai que on se centre surtout autour de deux filles. Et franchement, et puis alors, comment ça s'appelle? Le générique fait par Imagine Dragon me reste en tête. Enfin, je le trouve vraiment incroyable. Oui, C'est, puis tout est bien. Franchement, euh, j'ai pas de critique à dire. J'ai vraiment adoré regarder tout ce que j'ai vu pour le moment, quoi. puis petit aparté par rapport à ça, moi j'ai l'impression que Riot savent comment conquérir mon cœur parce que département musique, il s'améliore à la base quand un nouveau champion sortait, ben, maintenant, sur le client, mettons, de connexion du jeu, tu avais comme une animation un peu avec le champion, puis tu avais une musique spécifique par champion. Mais ils ont ôté ça. Je sais pas pourquoi ils ont arrêté de faire ça, parce que c'était trop bien, là. Mais ils mettent quand même, mettons, le thème de chaque champion quand il sort sur YouTube, sur la chaîne YouTube, là. Fait que chaque champion a son thème. Puis le département de musique de Riot s'améliore de plus en plus avec les années. Puis fin 2018 aussi, moi je suis très fan des K-pop. Puis justement, avec certains champions, ils ont sorti des skins, puis ils ont comme fait un groupe de K-pop avec ces champions-là, puis ils ont pris des vrais artistes
Genre qui font de la musique pour faire leur musique, là, puis c'est trop bien. Là. Ils font plein de choses comme ça que je trouve ça incroyable. Puis les musiques de la série, par exemple, de la série Arcane sont trop bien aussi. Puis, C'est par fou. exemple, avec Imagine Dragons, leur collaboration, ça date pas de cette série-là parce qu'en 2014, ils avaient fait ils avaient fait une chanson avec Imagine Dragons justement pour les Worlds de 2014, dans le fond, là, la compétition mondiale, là, Warrior. Là. Puis en plus, au début 2019, ils ont sorti une cinématique où ils ont repris, mettons, la chanson Warrior qu'Imagine Dragon avait faite pour eux, mais genre en version orchestrale, puis c'est tellement épique, là, puis oh là là, genre Riot, j'ai l'impression qu'ils se surpassent dans tout ce qu'ils font au niveau musique, niveau animation, puis plus les années passent, plus c'est incroyable. Ouais. Ouais. Effectivement. Gros coup de cœur, Alors, en tout cas. bah, du coup, je connaissais aussi un autre truc de LoL parce que je connaissais la chanson des Imagine Dragons. Ah. Je suis très fan de ce groupe. Du coup, je kiffe de ouf le générique aussi. Non, le Non, générique, Ennemi Il est là, vraiment. trop est bien. trop bien. C'est incroyable. Et Ouais, alors, du coup, je voulais ajouter quelques mots sur l'animation parce que c'est ouais. une animation que je pense pas avoir vue ailleurs en fait. Euh, alors, c'est ni de la 3D CGI comme on le voit d'habitude, j'ai envie de dire style les Disney récents, quoi. C'est pas non plus un animé japonais, enfin fait à la japonaise comme on connaît bien. Et j'ai envie de dire tant mieux parce que quand les studios américains singent un petit peu l'animation japonaise, j'ai extrêmement de mal avec ça. Sur Castlevania, j'ai beaucoup de mal parce que en fait, je trouve que le doublage anglais sur des dessins type manga, ça marche pas, je sais pas pourquoi. Moi, ça m'endort. Il y a une énergie en fait dans un doublage japonais comment dire, qui est raccord avec le style de dessin et qui marche très bien. Quand c'est un doublage anglais, ça marche. Enfin, pour moi, ça marche pas du tout. Tandis que là, alors c'est de l'animation 3D du coup, mais c'est super dynamique et le doublage, il est Ouais. excellent aussi. J'ai Enfin, l'impression, je sais pas comment expliquer ça, mais j'ai l'impression que c'est un peu organique. Là. Je sais pas, on dirait que c'est quasiment comme s'il avait il m'avait pris en portrait, il m'avait peinturé, puis il m'avait animé. Là. Je sais pas comment expliquer ça. Là. oui, Mais c'est c'est le ça. ressenti que j'ai, genre, j'ai l'impression que c'est. Ils m'avaient pris en portrait, ils m'ont peinturé, puis ensuite ils animent. Là. C'est tellement beau. Là. Ouais, c'est ça. Et moi, ça me fait penser au. Alors, c'était quoi? C'était dans. Je sais pas si vous avez vu Love, Death plus Robots. Non, j'ai pas regardé. Ah, eh ben, vous regarderez l'épisode The Witness, donc le témoin. Et en fait, ça ressemble pas mal, je trouve, dans le style à Arcane. Et alors, j'ai vérifié en fait, et bah, c'est pas le même studio qui a fait les deux, donc bah voilà. Mais le style ressemble vachement. Et ils avaient aussi fait un. Alors, c'était un, ouais, c'est ça. C'était un court-métrage promotionnel pour, euh, pour Watch Dogs Legion. Donc, le studio qui a fait le truc dans Love, Death plus Robots. Hein. Ils ont aussi fait un court-métrage de promotion pour Watch Dogs Legion, qui était super bien aussi. Et du coup, bah, je vous encourage à voir ces deux travaux-là, parce que ça ressemble vraiment à Arcane. Enfin, en tout cas, je trouve. Hein. Vous me direz ce que vous en pensez. Et en plus, ils sont vachement bien, donc je recommande. Ah, bah, tu nous mettras la référence sur le Discord. Bah, ouais, je mettrai la pub directement sur Discord et je mettrai aussi et je redonnerai le nom de l'épisode euh, pour de Love Death plus Robots. Ok, ok, très bien. Alors un petit détail moi qui m'a beaucoup amusé, qui m'a fait très très plaisir. Il y a un personnage à la toute fin du premier épisode qui est une espèce de, alors je sais plus comment ils les appellent, mais les espèces de flics là. Les pacifieurs? Les Voilà, pacifieurs, les ouais. pacifieurs. Alors il y a une pacifieuse du coup. On dit ça comme ça, je sais pas. Je sais pas, pacificatrice? Je sais pas. Peut-être, Ouais, ouais. Une, pacificatrice, ouais. ouais, je pense que ce serait mieux que.
Effectivement, ouais. Donc il y a une pacificatrice à la fin. Elle est doublée par l'actrice qui joue Avasarala dans The Expanse. Et du coup, elle a une voix et une manière de parler qui est super reconnaissable. Et quand j'ai entendu, j'étais tout hypé. Ben moi, mes parents, je regardais. Tu regardes en anglais ou en français? Je regarde en anglais. Ah, Moi ok. aussi. Moi, je regarde en français. Puis depuis toutes les années auxquelles, mettons, je joue à League of Legends, j'ai jamais eu le jeu en français. Là. J'ai toujours joué au jeu en anglais. Puis les champions, mettons, les stations des champions, mettons, avec les voix puis tout ça. Puis je regarde en français, puis la VF est très, très bonne. Puis je trouve que la personnalité des champions là, est très, très bien retranscrite dans leur VF. Là. Fait que, mettons, tu sais, parce que, mettons, avec les stations des champions puis tout ça, tu t'imagines déjà quelle personnalité les personnages ont un peu, là, mais je trouve que c'est très, très bien retranscrit dans la VF. Puis je recommande de regarder en VF aussi pour les gens qui ne sont pas frileux par rapport à ça. Moi qui d'habitude regarde tous mes animés en VO sous-titré français. Là. Ah, bah, sur de l'animation, moi je fais confiance. J'ai regardé le premier en français parce que j'étais pas, j'étais attentif, mais je devais faire un autre truc en même temps parce que c'était un moment où j'étais assez occupé. Là, il se trouve que les autres que j'ai regardés hier, le compte Netflix était programmé en quelque sorte pour être toujours en anglais sous-titré français. Donc, ça m'a pas choqué, le changement français-anglais m'a pas choqué, je l'ai laissé comme ça. Mais j'ai vu le premier épisode en français et en effet, j'ai trouvé la VF vachement bonne. Et de toute façon, sur de l'animé, on est bon, quoi. Enfin, c'est rare qu'il y ait des gros problèmes sur les dessins, enfin, sur l'animé. C'est plus sur les films où des fois c'est désastreux, ou les séries, pour ne pas parler du prochain point où la VF était cataclysmique, encore une fois. Donc, non, même oui, la VF ou VO, les deux étaient agréables pour regarder Arcane. Dans les deux cas, j'ai passé un super moment. Ok. Est-ce que vous avez des trucs à ajouter Non, sur moi, ça fait pas mal le tour de ce que j'avais à dire par rapport à ça. Ok. Et ben du coup, on va passer au gros morceau de l'épisode. En pression, bien entendu. J'ai un parallèle qui vient de me venir là. On a caché un petit peu le sujet de la dernière chronique, alors que tout le monde sait ce que c'est. De la même manière que dans la série, ils sont en train de cacher l'identité du dragon, alors que tout le monde le sait aussi. Mais tout était prévu, on fait des parallèles et tout. C'est travaillé Voilà. cette émission. Ok. Écoute, du coup, je te laisse introduire tout ça. Et puis, on discutera après, je pense. D'ailleurs, moi, je pense que je vais vous écouter maintenant, parce que finalement, j'ai l'intention de regarder la série, puis je veux pas me faire spoil. D'accord, ok. Vous avez dit que c'était très bien tantôt, puis tout ça, fait que ça... Au début, j'avais pas envie, mais vous avez dit que c'était très bien et tout, puis ça m'a donné envie, là. Juste de Du connaître coup, l'univers, tout ça, là, fait que- tu nous écouteras après avoir vu les 3 Ouais. premiers épisodes et tu nous diras C'est bon. si t'es d'accord ou pas. Parfait. Je vais vous faire mon retour sur le Discord. Là. Donc, à plus et bonne fin d'épisode à vous. Et ben, Ciao, ciao. salut, à la prochaine.